Et bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Une minute qui va porter encore moins bien son nom que d'habitude, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans une petite interview. Aujourd'hui, je reçois Patrick Massad, l'éditeur donc du coup d'OBA Édition et auteur sur Imperium 5. Bienvenue Patrick, comment vas-tu? Je vais très bien, merci de ton invitation. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien aujourd'hui, donc nous sommes là pour parler d'Imperium 5. Imperium 5, c'est déjà un projet qui mature, qui incube, si je puis dire, depuis déjà pas mal d'années. Mais avant de parler de tout ça, parle-nous un petit peu de toi. Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment en es-tu arrivé ici? Qui je suis? Je suis Patrick Massad, je suis né il y a fort longtemps dans une lointaine galaxie. À l'âge de 12 ans, 11 ans, je suis tombé dans le jeu de rôle, invité par des... On a découvert ça entre amis. Depuis, je continue à jouer avec une partie de ces mêmes amis, avec plein d'autres personnes. Voilà, donc de fil en aiguille, je me suis dit que je pouvais faire une activité un peu plus créative, participer un peu au monde du jeu de rôle que j'observais depuis déjà plusieurs années. J'ai passé un cap en 2019 en allant à Octogone en tant qu'exposant. Voilà. Sinon, du côté privé, je travaille dans une entreprise que la plupart des Français connaissent, c'est Le Bon Coin. Euh, et voilà, et donc ça me laisse un petit peu de temps pour créer une activité créative à côté de ça. D'accord. Quel est ton top 3, mais aussi ton flop 3 des jeux de rôle? Ah, Oui. ok. Le top 3, Alors, tout le monde le demande à chaque fois. Moi, j'aime bien demander le flop. ouais, tu me prends un petit peu au dépourvu. J'ai pas de- ah, j'ai un top parce que en fait, c'est plutôt des jeux de cœur que j'ai eu qui m'ont construit un peu d'un point de vue ludique. Donc, le premier jeu, évidemment, ça a rien d'exceptionnel. Vu ma génération, c'est Donjons et Dragons. Donc boîte rouge, ADD1, ADD2, DD 3, voilà. Et après, ça s'est calmé. Ensuite, euh, Hero System, qui s'appelait Hero Wars avant, euh, qui est la création d'un auteur anglais dont j'ai oublié le nom, mais qui est ma référence. Alors, c'est marrant parce que j'ai oublié son nom, mais c'est aussi ma référence. Robin Delos, voilà. Hmm. Donc euh, c'est vraiment en fait des jeux, c'est les premiers jeux, on va dire, qui étaient très concrètement très narratifs pour moi et qui sortaient des jeux un peu indés qu'on trouvait sur The Forge. Voilà, donc le nom c'est Hero Wars, puis ensuite les déclinaisons c'était Hero System, Hero Quest, pardon. Et puis, alors j'aime bien mettre un truc en troisième, c'est un mix entre le jeu de rôle DC Comics et le jeu de rôle Mutant et Mastermind. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des espèces de boîtes à outils qui permettent en fait de faire à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc pour moi, ça c'est le top. Donc c'est vraiment que des jeux de rôle américains, mais j'ai été biberonné aux jeux de rôle américains ou plutôt anglo-saxons. Mais il y a plein de jeux de rôle français que, que, que j'aime bien, que j'apprécie. La créativité est géniale en France et elle a toujours été géniale. Et au niveau des flops, je sais pas, j'ai pas de flop. J'ai des jeux de rôle j'en ai plein.
Et il y en a vraiment qui sont pourris de chez pourris. Et c'est principalement des jeux américains comme d'hab. Alors j'en ai un que je peux citer, c'est mon top 1, s'appelle World of Cinnabar. SY2NABA2R, hein, pour voilà. Et en fait, c'est très très amusant à lire. Surtout la bio en quatrième de couve, elle est géniale. Euh, mais c'est un jeu de rôle, c'est absolument pourri. J'ai fait tout de même au moins une dizaine de parties et on s'est bien marré. C'est pas le tout de Sinon, dire j'ai qu'un pas. jeu de rôle est pourri, c'est le tout de l'avoir testé pour pouvoir le dire. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait de bonnes idées. Après, tu vois, tu reprends des petits éléments, mais effectivement, dans sa globalité, il était vraiment très pourri. Et puis, j'en ai plein. Je crois que j'ai un jeu qui s'appelle Orc ou un truc comme ça, où tu joues des orques, mais c'est très mal fichu. Je dois avoir des clones au tout début des années 2000, des clones de la deuxième édition de Donjons et Dragons. Je les jette pas, je peux pas les jeter parce que Parce que ça vaut ça construit ce cher. que je suis. Pas du tout. C'est en fait, ça construit ce que je suis devenu, tu vois. Et voilà, donc ils sont au fond. Voilà, en général, je les mets au fond. C'est parce que j'ai honte. Mais Ah, c'est pour non, ça non, qu'il y a le gros kakémono derrière toi pour cacher exactement tous pour les les jeux de caches. rôle qu'il faut pas que Exactement. qu'on Mais fasse. voilà, je pars du principe que les gens qui font l'effort de faire de la création et qui l'éditent, c'est-à-dire qu'ils font imprimer, etc. En fait, c'est un énorme risque. Et voilà, à partir de là, tant que c'est dans le respect des clients, des joueurs, que c'est en toute bonne foi, bah, je peux pas dire que ça peut pas être un flop. Donc, bah, tu viens de parler justement d'édition. Comment es-tu devenu auteur de jeux de rôle, mais aussi et surtout aujourd'hui éditeur de jeux de rôle? Ouais. Alors, auteur, je pense que tous les joueurs de jeux de rôle en fait sont auteurs. Je présume que quand tu étais jeune, que tu as découvert le jeu de rôle, 2 semaines après que tu aies fait ta première partie, tu t'es dit bah, je vais inventer une aventure, ou je vais modifier le système, ou je vais. Voilà. À partir de là, en fait, c'est l'imaginaire et ça se concrétise. Tu passes de joueur à meneur, créateur. Et puis tu as sûrement créé, toi, dans ton coin, derrière toi, là, il doit y avoir plein de papiers avec des systèmes maison. Voilà. En fait, il va y avoir un cap où tu te dis, bah, maintenant, je peux le diffuser à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai pas peur, je le diffuse à quelqu'un. Voilà. Et en fait, moi, c'est grosso modo en 2010-2015. Je me suis dit, toute création que je vais faire, elle va être orientée pour être écrite afin d'être diffusée. Voilà. Donc c'est plus les petites notes que tu mets de côté, etc. C'est vraiment en fait, tu t'organises ton travail. Quels sont mes points faibles en tant qu'auteur? Quels sont mes points forts? Comment je peux me faire accompagner pour améliorer mon orthographe, mon style d'écriture, etc. Voilà. Ce qui fait que bah en fait en 2017, bah, Imperium est sorti de la boîte. Euh, Et il y a eu une phase de testing pendant 2 ans. Voilà. Et en 2019, je me suis retrouvé avec 2 potes à Octogone derrière les stands en train de présenter un petit livret qui s'appelait Imperium 5. D'accord. Euh, donc, Imperium 5, c'est un peu donc du coup le premier gros projet éditorial, ce n'est pas le premier projet éditorial que tu mènes. Donc habituellement là, je suis censé poser la question sur sur quel jeu as-tu préféré travailler et le moins préféré travailler. Mais étant donné qu'Imperium est le jeu sur lequel tu as travaillé, est-ce qu'il rentrerait pas dans les deux catégories? Ou est-ce qu'il y a d'autres Euh, projets qui viendront plus tard qui pourraient euh, Bah, en fait, en parallèle, il y a chez, malheureusement et heureusement, chez OBA, il y a plein de jeux qui sont arrivés en 2021-2022. On a Wellwide, on a Greca, on a Lune, on a Super Barton RPG, faut pas l'oublier. C'est vrai. On a les veilleuses, même si là je n'avais qu'un travail d'éditeur sur les veilleuses. Bref.
Alors, je suis auteur sur Imperium, mais je pense que j'ai passé la phase où, où je vais le mettre en avant. C'est-à-dire, je vais le mettre en avant parce qu'on va faire un financement participatif. Logique. C'est logique, mais il fait partie des projets qui ont maturé et avec à qui je vais pouvoir le passer à des gens. Donc, par exemple, Trikitov, il y aura d'autres personnes qui vont venir, qui vont travailler, et entre guillemets, ça va pas me déranger qu'ils transforment l'univers un peu à leur sauce et qu'ils gardent l'ambiance de ce qu'est Imperium. Donc, pour moi, Imperium, il n'y a pas de mauvais côté Imperium. Imperium, en fait, c'est un aboutissement et logiquement, 2024, ce sera quasiment clôturé. Je continuerai à faire vivre Imperium. Mais j'ai adoré travailler sur Greca. Et je continue à toujours travailler sur Greca. Je trouve que c'est un univers extrêmement riche. Wallowide, j'adore accompagner Merlin en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur pour illustrer. Et puis évidemment, mon jeu coup de cœur là pour l'instant, sur lequel je suis en train de travailler avec Fanny, c'est Lune. Parce que je trouve que c'est ce qui représente véritablement OBA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de promouvoir le jeu de rôle extrêmement simplement. Voilà, donc bref, je les aime tous, même Superbot en RPG. Et pour l'une, nous en reparlerons un jour, Tout à sois-en fait. sûr. Et la dernière question, avant d'enfin rentrer dans le vif du sujet, tu as pas mal parlé de jeux américains, donc de jeux VO. Quel est le jeu VO, américain, italien, qu'importe, qui selon toi manque en France? Littéralement, c'est inadmissible que ce jeu-là ne soit pas sorti en France. Genre, je suis éditeur français Genre, tu es et là, éditeur en français, fait, carte blanche. je veux. Ok, Carte blanche, vraiment ta carte blanche. Tu traduis, tu sais que tu auras l'aval de l'auteur, tu sais que tu auras l'aval de l'éditeur. Carte blanche. d'accord. Ok. Euh, alors, il y a deux jeux. Il y en a un qui s'appelle Unbound. La mécanique m'a. C'est un jeu plutôt récent, je crois qu'il a 2, 3 ans, 4 ans. La mécanique est très intéressante, elle intègre des notions de cartes qui te permettent de générer très rapidement de la narration et tu as une mécanique d'invention d'histoire. Voilà. Le meneur vient, il dit ok, est-ce que ça vous dit qu'on joue dans du Space Up? Les gens disent oui, hop, on retourne des cartes, ça crée une début d'aventure et on peut construire dessus. Donc ça, en fait, je trouve la mécanique très 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 intéressante et voilà ça pour la vulgarisation, pour la promotion du jeu de rôle, je trouve que c'est parfait. Moi, ce que j'aimerais bien traduire, c'est HeroQuest. Enfin, voilà. Vu que c'est un jeu, pour moi, en fait, c'est la quintessence de ce qu'est un jeu narratif. Alors évidemment, les choses se sont enrichies depuis 20 ans et heureusement, mais disons que c'était un jeu extrêmement fondateur et voilà. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'il soit traduit ou il soit diffusé en France. Eh ben écoute, on verra. Peut-être que l'avenir te donnera raison, surtout sur un jeu qui est quand même aussi connu à l'international qu'HeroQuest. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans Imperium. Présente-nous Imperium 5 en quelques phrases. T'inquiète pas, tu auras le temps de tout développer un peu plus tard, j'en suis sûr. Ok. Alors, Imperium 5. Alors, je l'ai répété 12 millions de fois à toutes les conventions. Imperium 5, c'est de la science-fiction. L'univers est extrêmement technologique. On est à l'orée de remplacer les dieux au niveau technologie, si ce n'est pas déjà fait. On a tous les poncifs du Space Op avec des empires, avec une organisation mystique
des nobles qui ont non seulement des pouvoirs réels sur le monde, des pouvoirs sur la réalité pour l'altérer, mais qui ont aussi des capacités financières gigantesques. Le tout est cloisonné en fait dans un système solaire, et le fondement même de cet univers, c'est qu'il y a eu un cataclysme. Ce cataclysme, il est arrivé, il a bouleversé les choses puisqu'il a oblitéré la mémoire, les souvenirs, les connaissances des gens, des individus, des artefacts et des intelligences artificielles. Ce qui fait que la civilisation s'est reconstruite au sens propre, littéral, on l'a vraiment reconstruit. Et les joueurs en fait vont incarner des personnages qui vont se rendre compte que la reconstruction les a placés dans un corps, les a placés avec une conscience qui ne sont pas celles qu'ils avaient avant le cataclysme. Ils vont se poser des questions sur en fait qui je suis, d'où je viens, pourquoi on m'a construit comme ça, pourquoi l'organisation qui a reconstruit la civilisation qui s'appelle Mu a fait ces choix-là. Et les joueurs, à partir de ce moment-là, vont commencer en fait à vivre dans cet univers, à le comprendre, à comprendre leurs propres souvenirs, et surtout, ce que moi je demande aux joueurs, c'est à commencer à le modifier, évidemment, pour le transformer à leur sauce. Voilà, voilà ce qu'est Imperium. Donc Imperium, c'est un jeu qui a suivi pas mal de temps de gestation, en conservant une grande partie des projecteurs au cours de ces, j'allais dire 3, mais au final ces 4 dernières années, vu que la première apparition du jeu en convention c'était en 2019 à l'Octogone. Personnellement, moi j'ai eu l'occasion de le découvrir en 2020 lors du Fige, avec du coup son premier kit de présentation, Mm-hmm. qui avait quand même pas mal attiré l'œil, notamment pour ses illustrations et sa maquette qui était au poil, qui est toujours au poil d'ailleurs. On a eu la sortie du Rebuild, donc la deuxième version que je qualifierais de public, avec un nouveau système en octogone, à l'Octogone 2021, si ma mémoire est bonne. Ouais, tout à fait. Où là vraiment Imperium 5 a pris un cran de plus, a gravi un échelon en termes d'importance sur la scène française du jeu de rôle. Euh, et donc là, on a la version finale définitive d'Imperium qui va sortir sous un format dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as dit je sais pas quel nom ce jeu aura, mais je sais qu'il sera comme ça et je vais tout faire pour qu'il y arrive, et aujourd'hui? Alors, c'était en mai 2019, je tourne les pages de Casus, je vois il y a une convention Octogone que je connaissais vaguement, mais j'avais jamais foutu les pieds, et là je me suis dit, dans 4 mois, on est à Octogone et on présente le petit livret de 32 pages. Donc il a fallu trouver le nom, trouver l'artiste, avoir la maquettiste, ça tombait bien puisque c'est une amie, avoir des relecteurs, etc., etc. Donc voilà. Donc en mai 2019, en fait, on a trouvé le nom final. Il fallait trouver un nom. Donc c'est quand tu trouves un nom, t'achètes le nom de domaine, t'achètes, enfin tu vois. Bref, t'as plein de trucs à faire. Ensuite, il y a eu un creux. Donc il y a eu ce fameux jour où on s'est rencontrés. Je t'ai passé la version, on va dire presque bêta du bouquin, donc qui contenait 2 bouquins d'une trentaine de pages chacun, je pense. Le livre 1 et le livre 3. Là, en fait, on avait été invité par le Graal et c'était véritablement, on s'est dit, on met le paquet. Voilà. Il faut Ouais. que les gens ils voient le truc. Voilà. Quitte à tout chambouler. Et ça permet en fait d'avoir des retours. Donc on a eu cette phase de retour et ça c'était super cool. Donc on a changé complètement le système. Et on a eu une phase de creux, enfin j'ai eu une phase de creux durant la période Covid, où au niveau de la créativité, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire, bref, pendant, je pense que j'ai dû avoir à peu près 6 mois de retard, 9 mois de retard dans la vue, où il y a eu zéro création. Ça m'a permis à la fin de cette phase de me dire, ok, le système que je proposais, je l'aime pas.
on trouve un système un peu plus narratif où on va confronter joueurs et meneurs dans une partage de narration sur la scène. Donc voilà, donc ça, ce travail-là, c'est le travail en fait que les gens ont vu à Octogone 2021. Donc ça a duré, en fait, ça a duré Octogone 2020, annulation, jusqu'à Octogone 2021. Donc ça a duré à peu près 6 mois de travail, 3 mois de relecture, d'illustration, de maquettes, 15-20 jours de stress pour récupérer les livres, parce qu'il faut les envoyer à l'impression, parce on a step up, c'est-à-dire qu'on est passé de 40-50 bouquins à imprimer à 300 bouquins imprimés. Donc pour quelqu'un qui n'est pas éditeur, c'est un peu compliqué. Prendre contact avec Novalis, voilà. Heureusement que Gemris m'a accompagné sur la partie en fait prise de contact avec Novalis, parce que sinon je pense que ça m'aurait enquiquiné plus qu'autre chose. Voilà, donc ça a été 1 an pour fabriquer la version kit de démarrage avec les scénarios, avec tout ça. On a eu toute la phase de bêta test et d'alpha test ouverte, on va dire. Donc il y a plein de gens qui ont participé. Et après, à partir de 2021, les choses ont un peu changé du côté d'Imperium 5. C'est que on s'est dit qu'il fallait faire ou préparer le financement participatif. Il fallait voir ce que cherchaient les gens. Il fallait réfléchir à améliorer un peu la maquette. On a eu les retours. Les retours étaient très positifs. Il y avait un problème d'écriture sur la partie mécanique de jeu, donc en fait il a fallu la réécrire. Bref, là en fait on a 4 scénarios qui sont prêts que pour le kit de démarrage, d'accord, qui sortiront pour le kit de démarrage uniquement. Ça continue l'arc narratif. On a la réécriture des règles, on a proposé pendant cette période-là une création de personnages one-shot, parce que les gens nous demandaient des créations de personnages one-shot, et moi j'ai du mal à refuser les choses aux gens. Il a fallu trouver d'autres auteurs, rentrer en contact avec Trikitov et avec d'autres auteurs qui vont écrire dessus. Et en fait, la dernière étape en date, la dernière étape officielle, c'est en Cannes 2023. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, donc on s'est croisés. Où là, on a officialisé le fait que Trikitov allait écrire sur les secrets de l'univers. On a annoncé la date officielle du financement participatif le 27. On a sorti le deuxième scénario qui fait à peu près une trentaine ou une quarantaine d'heures de jeu pour l'arc narratif Rebuild 0, c'est-à-dire pour le kit de démarrage spécifiquement. Voilà, donc on a passé, je pense, beaucoup de temps. Ça aurait pu être un peu plus court s'il n'y avait pas eu cette phase un peu molle de mon côté sur la période Covid. Mais voilà, je trouve qu'on est à peu près pas mal. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question Oui, ou oui, si ça. oui, dans l'ensemble. Donc on est sur un Très projet bien. qui a maturé pendant 4 ans, qui a eu un démarrage rapide, puis une grosse stagnation, puis hop, ça a re-explosé. Ok. L'une des grandes particularités d'Imperium, c'est que c'est un jeu qui est centré sur des secrets, des gros secrets d'univers que les joueurs vont devoir découvrir, que ce soit dans le cadre d'une campagne en jouant toujours le même personnage, ou dans le cadre d'un ensemble de one-shot où c'est vraiment le joueur qui découvre les secrets en même temps que le personnage, mais alors que le joueur a quand même une connaissance de l'univers. Comment est-ce qu'on écrit un jeu à secret avec un univers aussi riche qu'Imperium? Enfin, c'est Alors, pas le ça a tout, été un. c'est pas le tout de dire bon, je vais mettre des secrets dans mon jeu, ça. C'est le tout de les organiser correctement, de faire en sorte qu'ils se contredisent pas les uns les autres. Est-ce qu'il y a juste un petit tableau de liège avec des fils rouges ou comment ça se passe?
Alors déjà, en fait, il y a j'ai tout en tête. Ça, c'est le premier point, c'est essentiel pour moi. En fait, moi, je pars du principe que si je me plonge dans une partie de mon univers, en fait, il faut que j'ai les réponses au tac au tac. Si c'est pas le cas, c'est qu'en fait, il y a des incohérences. C'est-à-dire que si je passe 2-3 secondes à essayer de réfléchir à une réponse, c'est que en fait, c'est pas cohérent et il y a un problème. Ensuite, il a fallu tout transvaser numériquement. Et donc moi, j'ai une représentation, je pense que beaucoup de joueurs ont la même, j'ai une représentation en schéma relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, je vais poser mon schéma sur Miro, enfin sur plein d'outils. Je vais mettre des cercles, je vais mettre des noms à l'intérieur des cercles, et puis je vais tracer des traits. Donc ça rejoint en fait le schéma de tableau de Liège avec les fils rouges qui partent à droite à gauche. Moi, j'ai besoin de cette représentation-là. À partir de là, je sais qu'il va y avoir des éléments qui sont manquants. Et là, je me pose la question de, ok, est-ce que c'est bien qu'ils soient manquants? Et la plupart du temps, c'est s'ils sont manquants, c'est bien qu'ils soient manquants, parce qu'en fait, il faut laisser l'opportunité aux meneurs et aux joueurs d'inventer leur propre. Il faut qu'ils aient l'espace pour. Et après, en fait, ayant une base de formation en informatique, en fait, pour moi, ça ressemblait beaucoup en fait à un schéma de base de données relationnelle, tout simplement. Et donc, chaque secret est catalogué en thématique, catégorie et spécialisation. Et à partir de là, tu vas avoir en fait on va dire le secret global, par exemple les nobles, l'administration générale, les impériums, l'espace, l'onde, voilà, c'est les grandes catégories. Et puis ensuite, on va descendre progressivement. Et après, en fait, on sait que tout est lié quasiment dans Imperium. Le but, c'est pas de dire que tout est lié, c'est de dire combien tel secret a d'affinité ou de relation avec tel autre secret. On va déterminer un pourcentage en se disant que le secret A a 25% d'affinité avec le secret B et 5% avec le secret Z. D'accord ? Ça va permettre à un joueur qui est en train de lire le secret A parce qu'il veut le transformer en scénario, de se dire potentiellement, je peux dériver un peu vers le secret B et puis potentiellement aussi un tout petit peu vers le secret Z. D'accord ? Et donc ça se structure comme ça se structure de façon encyclopédique, avec une mise en page qui va permettre aux joueurs de voir l'état général, les questions auxquelles le secret va répondre, un descriptif plus détaillé, un peu narratif, et puis ensuite des organisations qui sont liées au secret, mais qui font plein d'autres choses, mais ils sont liés au secret, les NPC qui sont liés au secret, et potentiellement ils appartiennent ou non aux organisations précédemment citées, et puis la partie lien avec les autres secrets. Voilà, donc secret A, tête de chapitre, petite description, questionnement. Si votre joueur vous demande les secrets de l'immortalité, pourquoi il ne meurt pas, pourquoi il mange pas, pourquoi voilà, donc potentiellement vous trouverez une réponse dans ce secret, et puis ensuite il y a le détail, et puis ensuite voilà. C'est comme ça que sont organisés les secrets d'Imperium. Et on a à peu près combien de gros secrets dans Imperium, en tout cas, dont nous trouvons les réponses euh, dans, euh, Alors, dans ce financement. l'univers en fait est décrit entre guillemets en 10 grandes catégories de secrets. Chacune de ces catégories de secrets, alors ça je vais dévoiler, j'en reparlerai, mais en fait chaque secret va déclencher des conséquences. Donc ça on le met de côté, on le réexpliquera peut-être plus tard. Ensuite, chacun de ces secrets va avoir en fait 10 entrées principales. Donc déjà là en fait on est à 100 secrets. Et potentiellement, chacune de ces entrées principales pourra avoir de 1 à 10 entrées mineures, D'accord, qui oui. sont des spécialisations beaucoup plus approfondies, beaucoup plus profondes dans la mécanique de cet univers. Voilà.
Donc pour moi en fait, actuellement, on est à peu près une bonne centaine de secrets qui vont être divisés en 10 secrets principaux, 10 secrets par catégorie, qui feront une page ou 4 pages. Hein. C'est pas voilà, c'est juste que le format est très normalisé pour que quelqu'un qui a l'habitude de se consulter une base de données ou de regarder une encyclopédie, il puisse se dire bah hop, je trouve mon information, je me focalise sur ces secrets-là, j'en fais un scénario, j'ai pas besoin d'avoir une vue de l'ensemble. D'accord, ok. Ben, bonne idée, bonne idée. Hâte de voir en tout cas comment ça a été mis en page. Parce que la mise en page, en tout cas pour ce que j'ai eu d'Imperium jusqu'à maintenant, était selon moi l'un des très très gros points forts. Euh, eh ben écoute, je te propose qu'on parle un petit peu du coup du système, hein. Mhm. On va faire abstraction du premier système de 2019-2020 qui se jouait avec D20, D10, non D20, D12, D8 je crois. C'est des 20, des 10, des 6. Ah, j'étais Voilà. presque. Voilà. Qui était ce qu'il était. Comment ça Ouais. fonctionne aujourd'hui Imperium 5? Alors aujourd'hui, en fait, c'est une mécanique qui est alors l'intention. L'intention, c'est de permettre en fait à une joueuse ou un joueur d'avoir un temps de parole et de normaliser ce temps de parole et de permettre de temps en temps, pas tout le temps, au meneur de pouvoir rentrer dans la narration de la joueuse ou du joueur. Donc pour ça, en fait, on va utiliser des dés. Donc c'est des dés de 8 dans le cas d'Imperium, mais ça aurait pu être des dés 10 pour une question de statistiques. Et parce que un dé 8, c'est deux pyramides collées l'une à l'autre. Voilà. Et en fait, chaque dé va donner 25% de chance qu'un joueur ait un temps de parole. D'accord? Puisqu'en fait, si un dé de 8 obtient un 1 ou un 2, c'est un temps de parole pour le joueur. Si le dé du meneur, ou qu'on appelle dé de réalité, obtient un 1 ou un 2, c'est un temps de parole pour le meneur. Le joueur va déterminer son intention. J'ai envie d'ouvrir la porte de façon brutale. J'ai envie d'ouvrir la porte en influençant l'homme de ménage pour qu'il m'ouvre la porte parce que je vais le baratiner. Je vais ouvrir la porte parce que j'ai des compétences et que j'arriverai à accrocher la porte. D'accord? Donc l'intention du joueur, la manière dont il va ouvrir cette porte est essentielle. Ça va nous donner accès à une caractéristique qui va correspondre. Si je défonce la porte, bah, ça va être brutalité. Si j'influence quelqu'un, bah, ça va être soit de l'autorité, soit ce qu'on appelle des âmes sociales, c'est des caractéristiques. Et la valeur de la caractéristique va donner le nombre de déduites que je vais lancer. Je vais lancer mes déduites. Chaque dé qui fait 2 ou moins est un temps de parole que je vais avoir. Voilà. Du côté du meneur, bah, selon le stress qu'il veut mettre, selon l'envie de participer, selon la tension de la scène, il va mettre ce qu'on appelle des dés de réalité, c'est des déduites qu'il va lancer en même temps et devant le joueur. Et donc chaque dé de réalité qui fait 1 ou 2 est un temps de parole pour le meneur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, j'obtiens 2 succès, c'est 2 temps de parole, et je peux inventer à peu près ce que je veux. J'ouvre la porte et j'assomme le mec qui était en train de m'attendre derrière. Voilà. J'ai utilisé mes deux unités narratives, comme on appelle ça dans Imperium. Imaginons que le meneur ait obtenu, pareil, un succès de son côté. Bah, en fait, il va laisser parler le joueur et puis il va lui dire ah, tu viens de faire attention, au dernier moment, malheureusement c'est trop tard. La caméra s'est retournée vers toi au moment où tu as défoncé la porte. Donc la sécurité, c'est que tu es présent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en fait les fondamentaux de la mécanique d'Imperium. Donc ça se joue avec des déduites. En général, le joueur peut avoir de 3 à 5 ou 7 D8 entre les mains. Le meneur peut avoir de 0, puisqu'il peut décider de ne pas lancer de dés de réalité, jusqu'à 6 D8 dans sa main. Les deux joueurs
les deux joueurs ou deux joueuses, donc le meneur et la joueuse ou le joueur lance les dés en même temps, et en fait ensuite chacun prend la parole au moment où il veut raconter son histoire. Donc en fait on a un équilibre à peu près. On a 75% du temps de parole qui est dédié à chaque joueur, 25% du temps de parole qui est dédié au meneur. Ok, très bien. C'est un truc qui est une mécanique donc plutôt orientée vers la narration que le simple lancer bourrin de dés. Eh ben écoute, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'univers, le concept de secret, la mécanique, le financement, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour combien? Et surtout, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir à débloquer? Alors, c'est une question qui, je pense, des éditeurs habitués à faire des financements participatifs, ils arrivent à structurer un petit peu leurs pensées. Moi, c'est pas du tout le cas. Alors, on va parler d'abord des contreparties, Bien sûr, si ça te va. ça me convient. Grosso modo, il va y avoir en fait deux contreparties qui seront purement numériques. Une contrepartie basique qui va contenir le livre 1 et le livre 2 en numérique. Alors, je dis bien le livre 1 et le livre 2 parce qu'il y aura deux livres parce que ça me paraissait plus logique d'avoir ce type de découpage. Je reviendrai sur le contenu du livre 1 et du livre 2 si tu veux un Oui, peu bien plus sûr. tard. La deuxième contrepartie numérique, c'est un espèce de all-in numérique où en fait la personne va recevoir des éléments graphiques, tous les assets d'illustration, les scénarios qui pourront, enfin les mini-campagnes qui pourront être débloquées en numérique, les cartes, pareil, en numérique, les tableaux d'événements aléatoires, etc., etc. Enfin voilà, tout sera débloqué en numérique pour ce palier. Ça, c'est pour les paliers numériques. Ensuite, tu vas avoir les paliers physiques. Il va y avoir un premier palier qu'on appelle ADM. C'est un palier de découverte d'Imperium. Il ne contient que le livre 1 et des livrets de personnages. Donc des dossiers de personnages. Puisque, voilà. On va être sur quel Bon. budget à peu près là-dessus? Alors, on sera sur du 60 €. D'accord, 100 €, donc livre de Voilà. base, tous les dossiers de personnages, donc quelque chose de prêt à jouer, clé en main. Ouais, c'est ça. En fait, dans le livre 1, qu'on appelle l'essentiel, en fait, on a le kit de démarrage, on approfondit l'univers, on a la création de personnages, on a les conseils de jeu, on a des situations d'exemples d'exemples de jeu. Mhm. Euh, on a les conseils aux meneurs et on a la mini-campagne mercenaire qui se joue à peu près en une quarantaine d'heures. Donc ça, ce livre, en fait, il est entre guillemets, il permet vraiment de découvrir le jeu. On peut jouer, on a toute la mécanique, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre 1, c'est l'essentiel. Et Le une livre campagne. 2, ben, en fait, et une campagne. Le livre 2, évidemment, c'est le livre des secrets. Mhm. Donc le livre des secrets va contenir tous les secrets du monde, comment les utiliser, comment les consommer, comment créer des scénarios et comment même modifier les secrets. En fait, on explique aux gens, bah, si vous modifiez un secret, voilà, faut suivre tel schéma pour garder de la cohérence à l'univers. Donc première contrepartie ADM, deuxième contrepartie qu'on a appelée la contrepartie Imperium. Elle est à 100 € ou 101 €, je sais plus. Bref. Elle contient l'écran, les deux livres. Dans l'écran, il y a les aides de jeu qui vont te permettre en fait de créer des fiches de scénarisation, de prendre des notes. Voilà. Donc c'est vraiment en fait tout pour permettre à un meneur de pouvoir suivre la création de ces aventures, de ces scénarios réponses et de suivre aussi les conséquences des joueurs. D'accord? Parce que, évidemment, un joueur qui fait exploser un bâtiment, bah, il y a des conséquences pour le joueur, mais ça, je laisse les meneurs et les joueurs se débrouiller avec ça, mais sur le monde.
Et ça, en fait, faut accompagner la table pour dire, bah, ok, tu viens de faire quelque chose, c'est bien, pas bien, c'est une connerie ou pas, mais ça a une conséquence sur le monde et le monde évolue grâce à toi. Et donc ça, en fait, il y a des fiches d'aide pour permettre aux meneurs de continuer. Donc ça, c'est la deuxième, c'est la contrepartie principale, c'est celle qu'on vise. Ensuite, on a ce qu'on appelle la contrepartie Prototech, qui est en fait une contrepartie en early bird, qui contient un coffret, qui permet de ranger les 2 livres, de ranger l'écran, de ranger les aides de jeu. À cela, on rajoute tous les secrets en fiches séparées. D'accord. Ok. Alors, les fiches séparées pourront aussi être en numérique pour la contrepartie Imperium. Là, en fait, ils sont découpés au format de l'écran. Parce que l'objectif, c'est qu'au niveau de l'écran, il sera en 4 écrans, tu auras 2 volets libres sur lesquels tu vas pouvoir poser les secrets que tu es en train de mener. Et donc, dans ces fiches d'aide liées aux secrets de l'univers, tu vas avoir en fait aussi des fiches d'aide récapitulatives pour les organisations et pour les villes. Donc, par exemple, tu es dans une ville, tu as envie d'inventer des noms de pubs, de bars, de trucs. En fait, tu vas avoir une feuille qui va contenir l'ensemble des informations de telle ville et qui va te permettre d'inventer très rapidement et d'inclure des noms de NPC, des caractères, des odeurs, des impressions que tu as spécifiquement dans cette ville. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu as 2 volets et les fiches des secrets contiennent ces informations. Qu'est-ce que tu as À quel d'autre budget? À quel budget là on est Alors c'est du early bird, donc ce sera, voilà, ce sera dans les premiers jours. On est aux alentours de 130 €. D'accord, ok. Voilà. On a la même version, mais au-delà du early bird, voilà, qui est à 140 €, un truc comme ça, ou 139 €. Donc pareil, on est toujours en ajustement, on reçoit toujours des devis. Donc le but c'est de tomber sur un truc à peu près calé. Voilà, ça c'est les objectifs qu'on vise. Et puis ensuite on a une contrepartie qu'on a appelée évidemment noble. Là c'est le all-in, donc tu vas avoir des cartes au format A2. Tu vas avoir des cartes qui vont représenter par exemple l'onde, des cartes qui vont représenter tous les no man's land, c'est-à-dire les points d'intérêt à travers le monde. Tu vas pouvoir, si le palier le débloque, tu vas avoir un set 2D spécifique pour les nobles. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, on s'est focalisé sur du matériel qui est réellement utile en jeu et qui a un intérêt. Voilà. Et donc cette contrepartie, elle est à 180 €. Voilà. Donc ça, elle a le coffret, elle a qu'est-ce qu'elle a d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, elle a toutes les cartes, les aides de jeu, la création one shot de personnages. Voilà, tout est en matériel déjà fourni dans cette contrepartie. Voilà, donc au niveau des contreparties, on est sur, on va dire 3 contreparties physiques. D'accord, ok. Ensuite, les objectifs, tu vas avoir un premier palier qui va nous permettre de commander auprès des illustrateurs des illustrations d'environnement, de personnages supplémentaires qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre au départ dans le financement. Après, le jeu sera toujours aussi riche graphiquement qu'il l'est. Voilà, donc c'est notre minimum syndical, c'est ce que vous avez dans le kit de démarrage. Voilà. Mais le but, c'est d'immerger les joueurs encore plus, de permettre en fait à ce que la plupart des PNJ qu'on va décrire soient illustrés de pied en tête, de décrire des environnements qui sont moins spectaculaires, mais peut-être plus intimistes, des bouts de bar,
Voilà, bref, des scènes plus de la vie quotidienne, des scènes peut-être plus sombres, qui vont décrire des univers que pour l'instant vous n'avez pas découvert dans Imperium, des parties de l'univers que vous n'avez pas découvert dans Imperium. Voilà. Donc ces paliers, en fait, il va y avoir 3 paliers comme ça, d'accord, qui vont être répartis. C'est en fait financer les commandes auprès des illustrateurs. Il va y avoir 2 paliers. Alors je rentre pas dans le détail dans l'organisation, je vous Oui, laisse non. un peu la surprise. Dès que ce sera un peu mieux maquetté, je t'enverrai le lien. Tu pourras Ça jeter un marche. coup d'œil en avance. Tu vas avoir en fait 2 paliers de contenu pur. En fait, il va y avoir 3 campagnes supplémentaires qui vont être créées, qui vont aller de 40 heures de jeu à 50 heures de jeu à peu près. Donc tu as un premier palier qui va débloquer le contenu de la campagne euh, Imperium et de la campagne Mu, d'accord, qui se focalise sur les Imperium et qui se focalise sur Mu, tout simplement. Donc, évidemment, ces campagnes, elles seront écrites, maquettées, illustrées. Elles seront pour l'instant en numérique. On ne débloque que la version numérique, d'accord. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous ces contenus sont aussi en fait disponibles en asset pour être intégrés dans les VTT. D'accord. Donc, elles seront accompagnées des différents plans, des différents mind maps qui permettront en fait d'appréhender le jeu. Donc ça, c'est un des paliers. La troisième campagne, c'est la campagne noble. C'est une campagne qui est pour sa part est à peu près à 50-55 heures de jeu. Et donc c'est un des gros morceaux. Une fois que vous avez ces campagnes-là, après vous êtes libre, vous comprenez l'univers, j'espère, logiquement. Et là, vous avez tous les secrets à débloquer. Il va y avoir un objectif secret Oh. Tu peux le teaser qu'on ici? va essayer. On peut le teaser ici. Ah là là. Quand est-ce que ta vidéo va être diffusée? Bah écoute, elle sortira Day One, théoriquement. Après, on Ok. est à plus de 45 minutes, on doit être autour des 45 minutes de vidéo. Aïe. Donc ça veut Ok. dire qu'il n'y a pas grand monde qui va rester jusque-là. Déjà, D'accord. si je me fie à la logique. Donc Euh, ça en sera fait, un petit secret caché. on a sympathisé avec des gens qui sont fort sympathiques, qui font un actual play. Et donc, en fait, on va aller dans leur studio D'accord. et on va créer un scénario spécifique pour eux. Et c'est un scénario Imperium qui sera tourné dans leur studio. Voilà. D'accord. Donc, on va pas donner trop de noms, mais est-ce que ce scénario, Non. on aura quand même moyen d'y avoir accès après? Alors, tout ce qui est joué ou écrit pour Imperium sera diffusé au moins en numérique. Au moins en numérique, d'accord, Voilà, ça au marche. moins en numérique. Euh, Ensuite, on a un palier qui nous tient à cœur. C'est un mélange entre les paliers sociaux et le palier physique. Grosso modo, en fait, toutes les cartes, tous les scénarios, les mini-campagnes, en fait, vont être transformés en bouquins physiques. D'accord. Y compris donc euh, Imperium, Mu et Noble? Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Parce que ça a un coût. Faut pas se leurrer. Autant en fait, on peut prendre en charge le coût des illustrations, etc. Parce que ça a une énorme valeur ajoutée en numérique pour les joueurs. Ils vont pouvoir le montrer, ils vont pouvoir l'utiliser, etc. Autant la version physique, en fait, au final, ça a un coût puisqu'il y a des transports, etc. en plus. Donc, on a fait un palier où on va transformer une grosse partie de ces scénarios-là en physique. Une partie des cartes qui ne sont pas en physique par défaut, qui vont être transformées en physique. Et on a actuellement des lives tous les dimanches où on demande à des gens de venir parler d'Imperium et de créer des aides de jeu en ligne. Et ces aides de jeu, en fait, on va aussi les transformer en physique. C'est-à-dire, il va y avoir à peu près 40-50 pages, un petit supplément d'aides de jeu avec des créations provenant du MJ Masqué, de Trikitov, de moi-même, voilà, de plein de gens qu'on invite, de Guillaume Jantet. Et voilà, tout ça sera compilé. C'est le regard que porte quelqu'un d'autre que moi sur le monde d'Imperium. Voilà.
Donc ça, c'est un palier pour moi qui est assez important. Ensuite, on a en vrac un palier qui va transformer les couvertures du livre en couverture rigide. Pareil, parce que ça a un énorme coût. Donc je préfère donner mon argent à mes illustrateurs et illustratrices que, à un imprimeur. Mais j'adore mes imprimeurs, mais bon. Ils n'ont pas besoin de moi pour vivre, alors que potentiellement ça peut aider les illustrateurs et les créateurs qui sont autour de moi. Il va y avoir un palier qui va débloquer les fameux dés nobles, qu'ils ont un très gros coût. Mais je trouve que le clin d'œil est plutôt intéressant. C'est un palier très, très élevé, mais voilà. Donc il a l'intérêt d'être présent. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des paliers qu'on va débloquer. Le set de dés nobles, c'est un set de dés en métal? Alors le set de dés nobles, on y réfléchit encore. Il y a deux pistes. Soit en fait pas du verre, mais bref, de la pierre. Mhm. D'accord, parce qu'en fait, le clin d'œil, c'est que les nobles, ils ont la capacité de générer en fait des crédits en forme de cristaux, de diamants, de trucs. D'accord. Et ces cristaux, ben, en fait, ils peuvent être absorbés par les équipements et crédités automatiquement. Voilà. Donc il y a un côté un peu comme ça. Et potentiellement, ça pourrait être du démétal. Et là, pour l'instant, on regarde encore On les prix. spécule. Il y a des spéculations, mais du Exactement. coup, un joli set de dés à tirage Ouais, limité pour le pledge noble. Très bien. exactement. Tu m'avais parlé à une époque euh, d'un autre format sur le jeu plutôt que d'avoir le format en 2 livres, un format plein de livrets. Ouais. Est-ce que c'est toujours dans les boîtes, si je puis dire? Alors ça, c'est toujours dans les boîtes et ça fait partie en fait. Bon, c'est pas un palier secret, mais ça fait partie des paliers en fait si on dépasse une certaine somme, parce qu'en fait ça démultiplie les coûts d'impression. Donc autant en 2019-2020 c'était raisonnable, autant maintenant ça devient compliqué. Voilà. Donc et c'est pour ça qu'on garde l'idée du coffret, c'est Mhm. que si ça se débloque, bah, vous aurez un coffret pour ranger en fait les 8 bouquins. Ah. Voilà, les petits livrets. Les 8 bouquins, donc du coup, on serait plus sur du hardcover s'il y a 8 bouquins. Non, on serait plus sur du hardcover. On serait Euh, sur un traitement. Il y aurait quelques bouquins en hardcover, les autres seraient en softcover. Ce serait du dos carré cousu pour garder en fait la oui. consistance et la solidité du bouquin. Mais grosso modo, en fait, sur les 8 bouquins, tu en aurais 3 qui seraient en hardcover et 5 qui seraient en softcover. Et ça permet l'intérêt. J'explique en fait l'intérêt. Pour moi, en fait, tu as envie des règles, bah, tu peux les passer à tes amis. Donc, tu auras un livret de règles, tu auras un livret de création personnage que tu pourrais acheter en double pour justement faciliter les choses ou bien avoir une version physique et des versions numériques. Le livre des secrets, bah, en fait, tu as besoin de le consulter toi de ton côté. Tu n'as pas besoin spécifiquement d'avoir les conseils de création de scénarios. Donc, en fait, on divise les secrets dans un livre en hardcover et comment construire les scénarios de réponse, bah, ça aurait été en fait des livrets d'accompagnement, ça aurait été le livret 8. Voilà. Donc en fait, il y a réellement une logique, une réflexion autour de ça, mais ça a un coût et potentiellement ça a été mis un petit peu de côté. Mais bon, si on est surpris par le financement participatif, bah, on aura de quoi créer des nouveaux paliers. Eh ben, on va croiser les doigts, hein. Donc tu as parlé du plus gros pledge, le pledge noble. Ouais. Euh, le pledge noble, donc ce sera du contenu en plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as derrière toi. Il y a une jolie La boîte red rouge. box juste là. Ouais. Est-ce La Redbox, que est-ce qu'il y aura un tirage ouais. Mais en Oh, dehors du financement participatif. ah, Ce sera sur le. En fait, je peux pas demander aux gens de. Tu vois, par exemple, là, on a sorti le kit.
On l'a sorti à 300 exemplaires, aux frais d'OBA Édition. Voilà, donc sur ce point-là, on a été rentable. Donc je me dis que sur des gros investissements tels que le livre, tel qu'Imperium 5, etc., on doit demander l'aide aux gens parce qu'on ne peut pas se le permettre. Complètement. Là-dessus, on le sortira obligatoirement, puisque le kit de démarrage que tu as que tu as reçu, que tu as entre les mains, Il est quelque c'est un part là-bas. véritable arc c'est véritablement un arc narratif qui est en complément du reste, donc qui va venir avec encore 5 scénarios, et donc il faudra ranger ce kit et tous ces scénarios. Et donc logiquement, quand on sortira le sixième volume du scénario, en fait, vous aurez la possibilité d'acheter ça. On prend note. Je prends note. Par contre, Voilà. elle aura intérêt à être plutôt épaisse, hein, vu l'épaisseur des bouquins jusqu'à maintenant. Ouais, je suis. Malheureusement, je me laisse aller, je suis assez laisse sur le contenu, mais ça devrait aller. Ça devrait Ça aller. devrait aller. Ouais, Ça on marche. devrait, on devrait être aux alentours de. Là, en fait, le scénario que tu as récupéré à Cannes, il fait 150 pages avec du contexte de l'univers. On va être sur, au total, à peu près 500 pages de scénario et de contexte supplémentaire. Uniquement pour l'arc narratif Rebuild Zero. D'accord. Ok. Donc, qui restera une exclusivité qui ne sera pas inclus dans les PDF du financement. Ouais, non. C'est D'accord. vraiment, en fait, les gens qui ont le souscrit au financement participatif, qui nous suivent depuis 2021, qui ont investi de l'argent, qui continuent d'acheter le kit, en fait, on va les, entre guillemets, ils ont entre les mains un truc collector, véritablement. Et ça, c'est le summum du truc collector. C'est-à-dire, vous avez dévoilé un peu ce qui va se passer à la fin du scénario 6. Voilà. À la fin du scénario 6. Ouais. Là, actuellement, tu as récupéré le D'accord, oui, le scénario 2. scénario 2. Ok, Et il en d'accord. reste 4. Il en reste encore 4. Voilà. D'accord. Donc, ils vont arriver au rythme d'à peu près un par trimestre, Un, c'est un ça? par trimestre, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on a déjà bien parlé un peu de tout autour d'Imperium. Mais est-ce que tu as un truc que dont toi, tu as vraiment envie de parler à propos d'Imperium à tout le monde? Euh, alors, moi, en fait, il y a deux choses qui me tiennent à cœur en ce moment. C'est premièrement le financement participatif. Je peux pas ne pas passer à côté de ça et en parler. Deuxièmement, en fait, j'ai vraiment envie que les gens partagent leur expérience et jouent à Imperium. Un des volets d'Imperium dont on n'a pas parlé, on en a parlé très rapidement, c'est le contenu numérique, c'est le fait que la notion de... Il y aura un palier VTT, hein, évidemment, je l'avais zappé. Le but, c'est vraiment en fait de partager. Et pour ça, en fait, on va être transmédia, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sites web, des faux sites web qui vont être créés et qui vont en fait relayer des informations véhiculées par les Imperium, véhiculées par l'administration, etc. Et j'ai vraiment envie que Imperium soit joué, soit pas juste en fait un jeu qu'on va poser là-dessus. Et donc, euh, et pour ça, en fait, il faut participer. C'est-à-dire que vous jouez, vous nous renvoyez vos comptes rendus de partie ou des anecdotes, et nous, en fait, on va les transformer. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait, c'est extrêmement important, c'est le partage autour de ce jeu. C'est ça qui va, je pense, réellement l'enrichir. C'est-à-dire, quelle est ta vision à toi d'Imperium? Qu'est-ce que tu as joué? Qu'est-ce que tes joueurs ont voulu découvrir? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries? Et les conneries de tes joueurs peuvent devenir des newsgroups ou des amorces d'aventure pour d'autres tables. Alors là, tu me fais Voilà. penser à deux jeux de rôle. Le premier qui du coup a un petit peu, pas le même délire, mais qui va être un petit peu plus proche, ça va être Valérian. Je rôle Valérian chez Leto. Et le Mhm. troisième, c'est le jeu de rôle L5R, dans le sens où les deux, l'histoire des deux est influencée
par leur communauté. Il y avait enfin, l'histoire de L5R, le lore en lui-même est influencé par le résultat des tournois du jeu de cartes. Et le jeu de rôle Valérian va avoir un ensemble de suppléments, sûrement au format numérique, qui sont liés aux remontées des histoires, des aventures des joueurs. Est-ce qu'on n'irait pas là vers un Imperium 5 saison 2 par hasard? Alors, Bon, je préfère être. je parle pas en 2020, Ouais. fin 2024, mais je parle en Non, non. 2026, peut-être 2027. Ouais. En fait, pour moi, en fait, il faut qu'on soit dans la délivrabilité de contenu en direct. C'est-à-dire que je viens de finir ma partie, je vais aller sur le site web de d'OBA ou le site web d'Imperium, et là, je vais rentrer, par exemple, mes anecdotes. D'accord? Ces anecdotes, elles vont être relues par moi ou par deux ou trois autres personnes. On va les retravailler un peu. On crédite évidemment l'équipe, la table qui l'a écrit. Et en fait, ça devient une news qui sera diffusée par un organisme j'allais dire, officieux ou officiel d'un des Imperium. Et en fait, tu vas retrouver en fait ta partie. Voilà. Ça c'est la première manière. C'est-à-dire qu'en fait, on diffuse directement les informations pour qu'elles soient visibles et utilisables. Ensuite, selon les comptes rendus de partie, on peut proposer en fait des événements majeurs. À un moment donné, en fait, je vous ai parlé des conséquences que les joueurs allaient avoir sur le monde. Ces conséquences, en fait, elles vont fonctionner par des espèces de créneaux un peu à la PBTA, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire une action, il va y avoir une espèce d'horloge millénariste qui va tourner et il va y avoir des événements majeurs. Et l'objectif, c'est que ces événements majeurs, en fait, on va en fournir un certain nombre au départ, mais ensuite, potentiellement, ça peut être en fait les conséquences d'une table qui vont se répercuter sur une autre table. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura une version V2.0 d'Imperium? Je ne sais pas, je peux pas te dire. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que en permanence, il y ait de l'information et que les meneurs et les joueurs aillent piocher à droite à gauche en disant tiens, moi en tant que joueur, je suis allé sur le site d'Imperium, j'ai trouvé une news, une fake news qui me paraît intéressante. Est-ce qu'on ne pourrait pas L'exploiter. l'explorer, tu vois, genre, voilà. Ok, donc un site, un site qui va être à suivre quand même pas mal. Ouais, Euh, c'est là que j'en viens à me dire, à glisser ça comme ça. Euh, Vu que toi, si j'ai bien compris, tu bosses pas mal dans le développement informatique. ouais. Je glisse ça comme ça, hein. Mais ce genre de news, étant donné que Imperium a un aspect extrêmement euh, cyber informatique, est-ce que ça te semblerait envisageable de développer une application, une app standard pour smartphone Imperium 5 et justement que ces news elles viennent en En notification? push, Parce que c'est si tout c'est à fait sur un possible. site, si c'est sur un site, il faudra quand même que les joueurs aient et l'idée, le mouvement d'aller sur le site, là où une notification push qui soit pas non plus un mail envoyé systématiquement à chaque truc pourrait avoir une petite dimension supplémentaire. Ça, Dernière news de Mou, il s'est passé ça. ouais, alors ça c'est tout à fait envisageable. C'est quelque chose qui au niveau ce que j'appelle moi au niveau du produit, c'est quelque chose qui est envisageable, qui est à peu près euh, à peu près exploré. C'est-à-dire, je sais exactement quelles vont être les formes. On va reprendre évidemment toute la charte d'Imperium 5. Euh, non, très clairement, c'est envisageable. Technologiquement, rien ne nous empêche de le faire. Ok, bah écoute.
Moi, j'avais un petit peu posé toutes mes questions. Tu as pu rapporter un petit peu plus d'informations à toutes les personnes qui nous ont suivis concernant Imperium 5 que je vous recommande chaudement. Et maintenant, la dernière question. Waouh, l'angoisse. Ouais. euh, Si demain, ouais non, j'arrivais pas à me relire. Si demain, tu as carte blanche pour éditer le jeu de rôle de ton choix, donc en dehors d'Imperium. Ok, Budget limité, illustrateur de ton choix, euh, carte blanche, tout. Tant que tu sors pas un jeu de rôle en 50 tomes sur 10 ans, qu'est-ce que tu sors? Donc je vais reformuler même en dehors des projets actuels d'OBA. Hein, parce que ok, il y a Imperium, je sais que Lune est un projet qui compte beaucoup pour toi. Mais en dehors de ceux qui sont déjà annoncés, ta carte blanche, ouais. tu nous sors quoi? Alors, en fait, je répondrai, ce sera toujours dans le même ADN actuel d'OBA, c'est comment tu... En fait, ce serait pas vraiment un jeu, donc il y aurait obligatoirement un jeu, mais c'est comment tu fais pour amener des gens qui s'intéressent à l'imaginaire, à BD, comics, manga, jeux vidéo, etc., romans, vers une proposition de narration pour ensuite continuer vers ce que moi j'appelle un pont ludique, c'est vers le jeu et le jeu de rôle en particulier. Et donc en fait, si j'avais carte blanche, ce serait en fait de mettre en place des mécaniques pour permettre facilement à des joueurs de venir et de jouer, un peu comme sur Lune, un peu comme sur Forza Drama ou sur Critical. Donc des jeux très faciles à prendre en main, de les guider et de leur dire bah, il y a autre chose. Vous souhaitez faire de la SF, bah, vous pouvez prendre tel module de mécanique supplémentaire, vous le rajoutez, ça vous fait de la SF un peu plus touffu. Vous souhaitez rajouter un peu plus de trucs crunchy, vous souhaitez rajouter un peu plus d'éléments. En fait, c'est créer un espèce de système modulaire qui permettrait en fait à des joueurs très débutants de découvrir quelque chose et de pouvoir leur connaissance du monde du jeu et du jeu de rôle et de la narration. Voilà. Ça, ce serait mon projet, mais ça va au-delà de la création purement d'un jeu. C'est comment tu fais ta promotion, comment tu discutes avec des Twitchers ou des YouTubers connus parce que c'est par eux que tu vas augmenter ta capacité à attirer les gens vers le jeu de rôle. Comment tu fais pour que ton jeu soit en français, en anglais, pour que tu sois international. Et comment tu gardes captifs ces joueurs pour qu'ils ne, au moment où ils veulent faire une partie d'1 heure, comment les empêcher d'aller sur un petit jeu de société et de les laisser et de les garder sur un jeu de rôle. Voilà. Je pense que mon projet, ce serait ça. Donc si tu me donnes carte blanche avec budget illimité, je peux te faire un projet en 1 an, calibré, avec un plan marketing pour justement voilà, tous ces gens qui regardent du Mister MV, qui regardent de l'Alpha Cast ou du Joueur du Grenier et qui se disent mais ils jouent à des trucs, ça a l'air génial. Mais comment je fais pour aller jouer, qui je trouve, qui contacter, etc., etc. Après, il faut que je comprenne la mécanique du jeu. Voilà, si j'ai un truc à faire, c'est fluidifier tout ça et les embarquer vers le jeu de rôle. D'accord, donc on serait plus sur un projet concept que sur un titre précis que tu as Ouais, déjà dans tes cartons sur un dossier avec un fichier texte mal mis en page sur le bureau. exactement. Ça, en fait, ça, si j'ai envie de le sortir, je le sors, comme j'ai fait pour Imperium, comme je vais faire pour Greca. Voilà, ce genre de projet, on peut le faire. Voilà, ça demande un peu de temps, ça demande de l'argent. Effectivement, c'est voilà. Euh, mais voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est comment tu fais pour avoir en fait 1 million de viewers sur ta chaîne, tu vois. En fait, la récompense, ce serait que tu multiplies par 10, par 100, par 500 les viewers de ta chaîne parce que tu aurais beaucoup plus de joueurs de jeux de rôle qui veulent découvrir
des jeux de rôle un peu de indépendants, tu vois, voilà. C'est ça qui, pour moi, est hyper important. Je vois. Eh ben écoute, merci de t'être prêté au jeu. Une fois de plus, pour les 3 personnes qui vont être encore là, je vous invite à aller sur le Game on Tabletop d'Imperium 5. Vous retrouverez le lien en description, bien entendu. Patrick, encore merci d'être venu. Et Merci à puis, toi pour on se l'invitation. dit à bientôt, ne serait-ce que pour l'une, qui moi me botte beaucoup. Et Ouais, puis, on essaiera de faire une partie de démonstration. Je sais pas comment eh ça peut ben, marcher, mais eh ben, écoute, avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste. Ciao! Et c'est fini.